Alors, les grandes questions. Les grandes questions arrivent sur la table. Les grandes questions arrivent sur la table. Pourquoi est-ce que la filière s'appauvrit? C'est une très bonne question. Très très bonne question. Alors que près d'un festival sur deux est déficitaire malgré des taux de fréquentation records, les revenus du spectacle vivant continuent de progresser. Pour éviter un décrochage durable des acteurs indépendants, le secteur musical réclame une réforme immédiate du financement du Centre national de la musique. En fait, c'est pour ça que ça m'intéressait à la base, c'est que pour moi, le Centre national de la musique, c'est en gros l'institution qui va un petit peu être le game changer de la politique publique en ce qui concerne la musique. C'est-à-dire que ça peut être la plaque tournante, on dirait, j'ai parlé d'un trafic de drogue, mais en gros, ça peut être un peu le point de bascule. Voilà, on va utiliser une autre, exactement la même chose, mais ça peut être un petit peu le point de bascule d'une politique publique dirigiste, en tout cas qui affirme vraiment ses ambitions politiques, on va dire. Aussi parce que on a vu les modèles du CNC, là qui subit d'ailleurs une grosse attaque réactionnaire à la suite d'un drama de con où une meuf a juste dit qu'elle choisissait en fonction de ses potes et du coup c'est devenu le drama, il n'y a plus de CNC talent. Voilà, bref. Et le RN en a évidemment profité pour critiquer le CNC talent, les dispositifs de ce genre. Donc je pense que le CNM, en l'occurrence, comme il s'appelle depuis sa création en 2019, donc déjà sous Macron, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CNM, c'est déjà sous Macron, et c'était déjà fait pour créer les conditions, pas d'un monopole, mais en tout cas les conditions d'une institution qui représente la France à l'étranger, puisque évidemment on ne pourrait pas avoir une politique publique pour nous-mêmes, il faut forcément que ça s'inscrive, et ça s'inscrit toujours d'ailleurs dans les mythes libéraux, dans l'idée qu'il faut créer un géant à l'échelle européenne qui puisse concurrencer ce que font les États-Unis, ce que font la Chine, souvent la Chine d'ailleurs. Même si en vrai, je suis un peu un bâtard parce qu'il y a de plus en plus de schèmes critiques, on va dire, ou de discours en tout cas critiques vis-à-vis des États-Unis à l'intérieur des institutions. Néanmoins, il s'avère que c'est aussi toujours dans cette perspective-là. Donc c'est pour ça que cet article promet d'être intéressant puisque il place des premières bases d'une question de comment est-ce qu'on fait pour créer une institution qui s'assure de la bonne redistribution entre les différents acteurs dans le milieu. Pas une mince affaire. Depuis le début des concerts et des festivals dans les années 1970 jusqu'aux premières esquisses de la reconnaissance par la puissance publique dans les années 80-90, le secteur des musiques actuelles était composé d'une diversité d'acteurs indépendants, à but lucratif ou non, implantés sur l'ensemble du territoire. Mais avec le bouleversement du numérique, les années 2000 marquent l'arrivée en France des groupes capitalistiques exogènes au secteur, américains puis européens. Pionnière en la matière, la productrice France Le Duc signe en 2008 avec Live Nation pour l'organisation du Main Square Festival d'Arras, qu'elle a créé bien 4 ans plus tôt. Il faut savoir que Live Nation, c'est en gros... comment dire? C'est pas notre Bolloré de la musique, mais parce qu'il y a un Bolloré dans la musique qui s'appelle Bolloré. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le gros investisseur américain qui rachète systématiquement tout. Je veux dire, même à Marseille, c'est Mars Attack, c'est eux. Ils ont les tournées de centaines d'artistes, de gros artistes, et ils prennent une mainmise de plus en plus sur le rachat des Zéniths. Et je crois qu'ils en parlent en fait d'ailleurs plus tard, donc je vais fermer ma gueule. Mais en gros, voilà, c'est un petit peu le gros acteur de la création musicale de ces dernières années à l'échelle américaine. C'est un peu le géant américain qu'on va être amené à combattre dans les années à venir. En effet, l'événement ne fait plus le poids face à ses homologues en Belgique, tels que le festival de Werchter, où Live Nation est déjà largement implanté. C'est ça qui est le pire, c'est qu'en fait, ils rachètent tout. Et du coup, on se retrouve avec des situations de monopole de fait, que la démocratie ne s'est pas empressée de rectifier, ou nous des partenariats avec des festivals déjà existants. Oui, voilà. Sur sa lancée, le groupe états-unien met en place d'autres manifestations sur le modèle de la franchise, comme Lollapalooza, Download ou I Love Techno, ou nous par des partenariats avec des festivals déjà existants. L'autre géant américain, Anschutz Entertainment Group, donc AEG, fait lui aussi irruption sur le marché français, prenant 50% de participation au sein du festival Rock en Scène, lorsque ses créateurs revendent les sociétés fondatrices de l'événement à Combat Media. Combat Media qui est la filière de Mathieu Pigasse, le groupe du banquier Mathieu Pigasse. C'était écrit, j'aurais pu lire et ça serait très bien passé. Plus récemment, le même attelage AEG
Combat a racheté le festival Wheel of Green qui se déroule chaque année au mois de juin au bois de Vincennes. Enfin, fin 2010, le milliardaire français Vincent Bolloré décide à son tour de diversifier ses activités, à l'origine ancrées dans le portuaire. Il rachète, alors via sa société Olympia Productions, Garo Rock, ODP, Les Déferlantes, Live au Campo et Brive Festival, tous implantés dans le sud-ouest. Donc on voit qu'il y a aussi, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a une territorialisation de la domination sur le secteur de l'industrie musicale. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que comme les régimes, bon après là ça ne marche pas dans le cadre des régions, mais ne serait-ce qu'à l'échelle internationale, les grandes entreprises sont quand même obligées de suivre les cadres légaux, les cadres légaux, et donc ça fait que en s'établissant sur différents espaces, ils font aussi de la concurrence et de la normalisation juridique sur différents espaces en même temps. C'est ça qui est intéressant. Bref. Voilà, il les a revendus depuis, mais conserve des lieux à la portée symbolique, inestimable, comme l'Olympia de Paris. C'est quand même une dinguerie, genre. Ce lieu mythique appartient à Bolloré. Voilà. Ça nous rend tous très heureux. Par ailleurs, ces milliardaires, John C. Malone de Live Nation, Philippe Anschutz AEG ou Vincent Bolloré, sont également propriétaires de sociétés de billetterie. Et c'est là aussi on peut faire le lien avec la question des réseaux, dont j'ai pas parlé pour l'instant. Mais en fait, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de renouveler l'analyse des circuits de l'industrie musicale, de renouveler l'analyse de qu'est-ce que c'est que le capitalisme mondial à l'heure actuelle. Et en l'occurrence, en fait, la majeure partie des choses, c'est des réseaux. C'est des réseaux qui te permettent d'accéder à des ressources. Et en l'occurrence, troisième fois que je dis en l'occurrence, ça suffit, Ticketmaster, Digitic, devenu Citicket, voilà. En fait, c'est des trucs qui te permettent d'accéder aux événements. Donc, c'est des réseaux. Et c'est là-dessus qu'on doit réussir à contrebalancer le discours privé, public. En fait, on doit créer des alternatives publiques. Mais on y viendra plus tard. J'ouvre beaucoup de portes et je les referme jamais, c'est terrible. L'enjeu des data est crucial pour ces entreprises, en plus, qui peuvent les réutiliser dans différentes activités que compte leur groupe, à moins qu'ils ne puissent les monnayer. Enfin, ces structures produisent aussi des tournées d'artistes à travers le monde. In fine, elles déploient leurs activités sur l'ensemble de la chaîne de valeur des musiques actuelles. Et de la production à la diffusion, on assiste à un phénomène de concentration verticale. La prime aux très grandes jauges. Le phénomène s'accélère dans le courant des années 2010 et les indépendants se voient de plus en plus concurrencés par ces groupes capitalistiques aux moyens financiers incomparables. Ce déséquilibre vient amplifier la concurrence naturelle entre des festivals de musique qui se sont multipliés sur l'ensemble du territoire et qui ont de plus en plus de mal à s'aligner sur les offres faites par des événements européens. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça, il faut quand même souligner que c'est aussi un petit peu la faute, c'est aussi un petit peu le problème de la hausse du prix des concerts. C'est-à-dire que je sais que de plus en plus, les concerts vont coûter cher. Par exemple, pour faire venir un artiste, avant, tu pouvais compter, 10-15 000. Et maintenant, les mêmes artistes qui n'ont pas tant bougé dans le... On va dire, si on considère en termes de marché, il y a une vraie inflation qui fait que maintenant, c'est 40-45K pour les faire venir. Et du coup, pour un festival, tu peux te permettre quand t'es Wheel of Green, ou tu peux te permettre quand t'es du coup festival soutenu par Live Nation, mais tu peux pas te permettre quand t'es un petit festival comme ce qu'on verra après, les pluies de juillet et tout ça. En fait, tu peux pas te permettre de sortir autant quand ton budget il est restreint et que tu essayes de construire une alternative. C'est aussi pour ça que l'inflation et les barrières au prix, ça reste des incitations par le biais de l'impossibilité, par le biais de la contrainte, on va dire, à rester dans le circuit qui te permette pour que tu puisses faire plus de profit et pour que tu puisses augmenter ta capacité à programmer de plus en plus de personnes qui vont t'amener de plus en plus de revenus, et de plus en plus de revenus, tu vas pouvoir payer des sommes des plus grandes pour faire venir des artistes plus gros. Bref, vous m'avez compris. Donc voilà, ça c'est aussi un des aspects, on va dire, du rapport de force aussi qui s'inscrit de plus en plus dans le monde de la musique. Et qui aussi est un frein pour faire advenir des alternatives, quelque part. Voilà. Ce déséquilibre vient amplifier la concurrence naturelle entre des festivals de musique qui se sont multipliés sur l'ensemble du territoire et qui ont de plus en plus de mal à s'aligner sur les offres faites par des événements européens qui disposent d'autres moyens pour attirer les têtes d'affiche internationales, effectivement. En France, les consommateurs sont par exemple protégés par la loi E20 qui interdit toute publicité pour l'alcool et les cigarettes, au contraire d'autres pays où les festivals profitent de cette manne financière. Ça, c'est un vrai dièse. Et en vrai, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça nous force aussi à considérer les budgets comme étant des choses finies.
parce que l'argent des pubs, ça, enfin là on voit que c'est quand même des lobbies. En vérité, les lobbies de l'alcool, le lobby de la cigarette, c'est des vrais lobbies qui à l'échelle européenne aussi militent pour des politiques qui leur soient beaucoup plus favorables. Putain, il est 21h50 déjà. Oh là là. Bon, on finit cet article et je m'arrête, en vrai, je pense. Enfin, depuis la sortie du Covid, le nombre de concerts dans les enceintes de très grande jauge, stades et salles arena, augmente de façon exponentielle, y compris pendant la période estivale, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Ainsi, en 2026, pas moins de 23 concerts se dérouleront au Stade de France, dont la jauge peut aller jusqu'à 100 000 spectateurs contre 17 l'an dernier et seulement 8 en 2019. C'est ça qui est paradoxal. C'est ça qui est paradoxal. Enfin, paradoxal. Quand on regarde à première vue, quand analyses les dynamiques capitalistiques qui sont en fond, tu comprends qu'en fait c'est tout à fait logique que se concentre sur quelques figures un nombre essentiel de personnes. C'est ça aussi d'ailleurs qui est intéressant quand on traite la question comme une question de réseau, comme une question, mais ne serait-ce qu'avec même quand on reprend la théorie qu'il y a dans l'ère du peuple de Mélenchon, justement c'est ça, c'est qu'il y a une oligarchie qui se constitue de plus en plus, qui a accès aux grandes salles, qui a accès à toutes les mannes financières, à la possibilité de développer son fonds économique, et qui prive l'essentiel des autres artistes, qui du coup leur crée aussi un intérêt commun de fait, qui prive les artistes de mannes financières, de budget, de possibilités d'aller dans des salles, de remplir enfin voilà, qui les prive en fait d'une réelle liberté de création aussi. La liberté de création est aussi entretenue par des artistes qui, dans leur cas à eux, sont des nouveaux riches, donc aussi sont un peu maudits quoi. Ils restent quand même aussi dans un paradoxe où ils ont peur de perdre, peur de rater. Je veux dire, on n'est pas du tout, à part les Nepo Baby, voilà quoi. Il y a quand même aussi vraiment tout ce truc là. Conséquence de cette croissance, le chiffre d'affaires de la billetterie des concerts de musique actuelle explose. En seulement 6 ans, de 2019 à 2024, soit avant et après le Covid, il est passé de 980 millions à 1,6 milliard d'euros, selon le Centre national de la musique. C'est ça aussi qui est important, c'est que le CNM, il permet de cartographier. Ça, c'est un outil trop pratique. Et surtout, c'est un outil trop important quand tu veux faire une politique, culturelle et quand tu veux faire une politique d'État, quoi. Enfin, genre, c'est la base. C'est la base de pouvoir cartographier, de savoir où t'en es. Cette croissance s'explique par deux facteurs. L'augmentation du nombre de billets générés et la hausse de leur prix. Le tarif moyen est passé de 37 à 45 euros. Ça, c'est la France à Macron. Honnêtement, les prix de l'électricité, tout ça, on avait eu grave des trucs sur les petites salles qui galèrent à cause de la hausse des prix d'électricité, la hausse des prix des fournitures. Ça reste réel. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est qu'aussi les prix de 37 à 45 euros, c'est pas les petites salles. Le prix des 37 à 45 euros, en général, c'est les arénas et c'est les stades. Et même plus. Enfin, je veux dire, les trucs de Céline Dion, là, 125 euros la moindre petite place, en fait, c'est aussi ça la vérité, c'est que c'est pas c'est pas passé de 37 à 45 euros dans les petites salles. Dans les petites salles, c'est passé de 15 à 25 peut-être. Un truc comme ça. I guess. Enfin, quand je dis les petites salles, c'est vraiment les petites salles. Genre, même ne serait-ce qu'à Marseille, à l'espace Julien ou à la Maroc, tout ça, ça pouvait déjà être des 25 euros, des 20-25 euros en tarif plein. Et maintenant, ça doit être 30, un truc comme ça. Mais parce qu'en fait, aussi, même quand t'es un artiste et que tu veux te construire en indépendant, t'es obligé de passer par là. T'es obligé de passer par la construction par toi-même, de commencer par mettre en place toi ta billetterie, et du coup, t'es obligé de te faire des marges, et de faire des marges plus grosses que d'autres, et finalement, tu vas payer plus cher un concert pour aller voir une star qui, en vérité, parfois se casse moins la tête sur son live. En vrai, elle va prendre. Il n'y aura même pas de musicien sur scène, il n'y aura même pas de. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de masse salariale amenée avec la personne que sur un petit artiste qui, lui, va faire une marge beaucoup plus importante et qui, du coup, a besoin de cette marge plus importante. Bref. Voilà. L'offre en stade et en salle arena pèse de manière déterminante pour ces deux facteurs, les opérateurs indépendants, salles et lieux, n'ayant, eux, pas augmenté leur prix dans de telles proportions. Voilà, exactement. Selon une étude du SMA, dans un souci d'accessibilité et malgré une inflation extrêmement forte. En fait, c'est ça, c'est que même si les prix augmentent, ceux qui assurent la pérennité d'une politique culturelle publique en tout cas accessible, ça reste les petites salles. C'est-à-dire que les petites salles endossent pour elles toutes seules ce que les grandes pendant ce temps les grandes multinationales elles se font plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à ce que eux ils augmentent leur prix de 20, 30, 40%, alors que dans le même temps, t'as les petites salles qui elles restent au même prix. Et je trouve que c'est une dinguerie. Je trouve que c'est une dinguerie parce que ça montre aussi à quel point l'analyse oligarchique elle est pertinente. Parce qu'on voit bien qu'il y a un petit pourcentage des salles qui concentrent
la valeur créée, malgré une inflation extrêmement forte, exactement, les fournitures, l'électricité. Ainsi, en 2025, alors ça c'est intéressant, je crois qu'il faudra qu'on revienne dessus après, parce qu'ils expliquent un truc sur la taxe qui est prélevée par le CNM. Vous allez voir, c'est un peu un scandale. Mais alors, ainsi, en 2025, près d'un festival sur deux a présenté une édition déficitaire de l'ordre de 108 000 euros en moyenne. C'est immensissime. 52% de ces mêmes événements affichant pourtant complet sur au moins une journée. Donc c'est-à-dire dans des proportions qui devraient être normales. L'étude conjointe du ministère de la Culture et du CNM va plus loin, affirmant que près de la moitié des festivals étaient déficitaires en dépit d'un taux de remplissage supérieur à 90%. Il en va de même, hélas, pour les salles, et notamment celles labellisées scènes de musique actuelle par l'État, les SMAC. En 2024, le ministère de la Culture notait que 40% d'entre elles présentaient un déficit. Et ça, c'est une dinguerie. Parce que c'est aussi ça qui fait peser la menace sur les petites salles et sur les SMAC d'être des poids pour l'économie de la culture. C'est ça aussi qui nourrit les argumentaires de l'extrême droite. Et bon, après, je pense que nous, il faut assumer aussi que ce soit un déficit. Il faut en faire une fierté. D'accord, c'est un déficit, c'est bien. D'accord. Ouais. Ouais, c'est un déficit. Et alors Mais ça nourrit l'idée qu'il y a une pompe à argent qui s'appelle la culture. Et que la seule culture qui rapporte de l'argent, c'est la culture de masse. C'est la culture qui remplit des stades, c'est la culture de tout ça. Mais ça, on en reparlera. J'ai prévu un entretien avec quelqu'un là-dessus. On en reparlera. Une redistribution juste est vitale. Face à ce constat peu réjouissant et à des dotations budgétaires en berne, tant du côté des collectivités territoriales que de l'État, il apparaît évident que la piste de la redistribution par la fiscalité doit être privilégiée. Un modèle existe, celui du Centre national de la musique, l'établissement public de notre filière. Donc encore une fois, c'est ça, et ça fait que depuis 2019 que ça existe. Donc, je veux dire, cet acteur, après qu'il y ait un regroupement d'anciens trucs qui existaient, genre l'Institut de l'information, de la musique actuelle, enfin en tout cas, c'est qu'il y a un regroupement de plusieurs opérateurs anciens, euh, montre qu'il y a aussi un déjà là de la musique publique. Putain, il faut pas que je tarde. Dans la loi de finances 2026, ah voilà, en effet, le CNM perçoit depuis sa création en 2020 une taxe de 3,5% sur la vente de billets de spectacle. Dans la loi de finances 2026, cette taxe est assortie d'un plafond. Elle est assortie d'un plafond. Elle est assortie d'un plafond. Un plafond. Un plafond. Bah oui, il faudrait pas trop taxer non plus. C'est là où, en fait, ça fatigue. Ça fatigue ce genre de truc parce que, ben non. Enfin, c'est là aussi on voit que, enfin, moi ça me donne un peu envie d'être complotiste et de dire, en fait, c'est précisément des bâtons dans les roues comme ça, aussi fait pour nous baiser quoi. Genre, d'où on est plafonné sur ce genre de choses-là. Le plafond est fixé par le ministère de l'économie à la hauteur de 58 millions. Or, en 2024, le niveau de perception de la taxe a déjà déplacé le plafond pour près de 6 millions d'euros. En 2025, pour près de 12 millions d'euros. Et d'après les prévisions du CNM, pour 2026, ce sera près de 14 millions d'euros. La totalité de ces sommes, au lieu de profiter à la filière musicale, est reversée au budget général de l'État. C'est-à-dire que non seulement on est des bozos et on se retrouve à devoir aller voir Hamza en payant 85 euros la place, mais en plus de ça, ça va être pour payer les subventions aux banquiers français. Tiens, Twitch grossiste. Non, mais enfin, en tout cas, voilà ce que je veux dire, c'est que oui, c'est bien que ça finance les écoles, bien évidemment, mais là, quand on en est à se questionner sur comment on fait pour créer une industrie culturelle, ou en tout cas un milieu culturel et un milieu de la création qui soit vertueux, on voit où part la thune. Enfin, c'est que ça part dans un trou qui est dédié à autre chose et dont on ne sait pas forcément où ça part d'ailleurs. Est-ce que ce serait dans l'armement, peut-être? Effet aggravant, sur cette taxe, 60% des sommes sont dues aux producteurs du spectacle qui les ont générées. On parle ici du droit de tirage au sort. De tirage? Non, n'importe quoi, je lis des mots qui n'existent pas. On parle ici du droit de tirage ou d'aide automatique. Les 40% restants viennent en revanche alimenter des aides sélectives en soutien de projets d'intérêt général portés par des entreprises de la filière. Soutien aux artistes émergents, première tournée, diffusion au milieu rural, etc. Autrement dit,
En 2026, les 14 millions qui seront reversés au budget de l'État généreront une dette de 8,4 millions pour le CNM, grévant d'autant son budget d'intervention en faveur de ses missions d'intérêt général. Donc c'est-à-dire que non content d'avoir plafonné la dette, d'avoir plafonné la taxe, en plus de ça, ça va générer une dette de 8 millions du CNM envers l'État, puisque dans la constitution de ces missions d'intérêt général, collectif, machin truc, il y a un déficit. Il y a un déficit qui serait couvert par l'argent qui tombe dans le pot commun. Donc en vérité, on n'est pas déficitaire, mais mon guess, c'est qu'en fait, on n'est pas déficitaire et que il nous crée une image de déficitaire en disant mais si vous voyez bien vous êtes déficitaire en ayant plafonné bien et comme il faut pour nous baiser. Effectivement, on est déficitaire dans ce sens-là, mais on n'est pas déficitaire en vrai. Et c'est pour après dire ah ben vous voyez ça sert à rien, ça marche pas à la musique publique. Installer un monopole d'État, ça n'a aucun intérêt et se retrouver avec une privatisation entière, pleine et totale, ce qui arrive en ce moment sur les zéniths, sur les trucs comme ça. Donc en vrai, c'est déprimant un peu. C'est déprimant. Bref. Et selon toute vraisemblance, le chiffre d'affaires de la billetterie va continuer de croître ces prochaines années, notamment grâce à Céline Dion et aux artistes qui se produiront à la Défense Arena, au Stade de France, etc. Or, si rien n'est fait, non seulement les fruits de cette croissance ne profiteront pas à la filière, mais ils généreront une dette pour l'établissement qui entraînera sa mort prématurée, 10 ans à peine après sa création, par l'actuel président de la République. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'ensemble de la filière musicale appelle de ses vœux le déplafonnement de ces taxes affectées au Centre national de la musique. Seul de ce déplafonnement peut garantir une péréquation entre les différents maillons de l'écosystème de la musique et donc assurer leur pérennité. L'ensemble des acteurs de la filière devrait se réjouir d'un succès musical comme lorsqu'un film réalise de très bonnes audiences. Il vient financer l'ensemble de la chaîne Art et Essai jusqu'au circuit en milieu rural grâce aux taxes collectées par le Centre national du cinéma. C'est là aussi que c'est un peu une baisse, c'est que c'est aussi vraiment c'est unique quoi. C'est-à-dire que pour le coup le CNC ça rebalance tout le reste dans le circuit de l'économie, dans le circuit de l'économie du cinéma et dans la musique, on est privé de ça par des plafonnements. Et alors là, ce qu'ils vont demander eux, c'est le déplafonnement de la taxe, c'est très bien, effectivement, il le faut. Je pense que c'est un des premiers trucs qu'il faudrait mettre dans un programme politique de gauche qui se présente aux élections présidentielles par exemple. Mais plus largement que ça, je pense que ça veut dire aussi qu'il y a un manque d'affirmation. Mais c'est le fruit d'une volonté politique après. Hein. Franchement, c'est qu'il y a un manque d'affirmation aussi du CNM en tant que centre dirigiste de la politique publique. Bref. IMO. Bref. Or aujourd'hui, dans la musique, c'est le contraire. Quand un artiste rencontre un succès, cela se fait au détriment de l'amont de la chaîne de valeur. Il appartient donc désormais au gouvernement actuel et a fortiori au président de la République, en sa fin de mandat, de corriger cette hérésie. Là encore, cela s'appelle un vœu pieux. Parce que, précisément, jamais ils vont faire ça. C'est tout à fait dans leur objectif. C'est tout à fait dans leur idée. Enfin, je veux dire, ils n'auraient aucun intérêt à déplafonner sur la fin du mandat. Puisque c'est un outil argumentaire et c'est un écran de fumée comme sur la question du chômage. Le fait de radier des personnes, le fait d'augmenter l'apprentissage pour gonfler artificiellement le retour à l'emploi, c'est des outils argumentaires qui permettent à Gabriel Attal de les ressortir dans le débat face à Manuel Bompard et de faire croire que son gouvernement a fait baisser le chômage. Non. Faux. Et là, dans le cas de la musique, c'est la même chose. Dans le cas de la musique, c'est typiquement la même chose. C'est que effectivement ils ne vont pas enlever ça et encore mieux ça prépare une arrivée du RN, ça prépare une possibilité pour le RN de dire mais regardez ça fait 6 ans que c'est en déficit, ça fait 6 ans qu'on n'arrive pas à rendre ça à l'équilibre. Tu m'étonnes voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour ce soir.